Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau live proposé par Pharmacy Lounge. N'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes pharmacien, c'est gratuit, confidentiel et sécurisé. L'achat ou la vente d'une officine constitue des moments forts dans la vie professionnelle d'un pharmacien. C'est pourquoi nous avons souhaité aborder ces sujets dans ce live. Marion Miglior, responsable Super Office, et Manuel Dupéret, directeur commercial, vont nous accompagner pour cet échange. Vous travaillez tous les deux chez l'Auxiliaire pharmaceutique, un acteur important du secteur. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonsoir Romain, bonsoir Aurélie. Et, Bonsoir à tous. et effectivement, vous venez de le dire, on est avec Aurélie Pasquier, notre responsable communication à Pharmacy Lounge, qui nous accompagne également pour cet échange. Bonjour Aurélie. Bonjour à tous. Comme vous le savez, je m'occupe du marketing, de la communication et du digital chez Pharmacy Lounge. Alors, si vous souhaitez gagner du temps dans votre quotidien, si vous souhaitez protéger la sécurité de vos données et celle de vos patients, si vous êtes également sensible à l'infodémie et aux informations non référencées qui circulent sur les réseaux sociaux généralistes, sachez que Pharmacy Lounge est le réseau social professionnel 100% sécurisé et éthique pour vous, les acteurs de la pharmacie. Pharmacy Lounge est disponible sur l'ensemble des navigateurs Internet et sur votre smartphone en téléchargeant l'application. Nous sommes membres de la French Care et on regroupe déjà plus de 1500 abonnés pharmaciens et on a plus de 30 partenaires experts de la pharmacie qui nous ont rejoints. Vous retrouvez des fonctionnalités sur Pharmacy Lounge apparentées aux réseaux sociaux généralistes, mais avec la confidentialité en plus. L'usage reste donc simple et intuitif. Pharmacy Lounge, c'est aussi, comme aujourd'hui, l'organisation d'événements sur des sujets d'actualité variés pour vous accompagner au quotidien dans votre métier. Je laisse tout de suite la parole à Romain Lecointe, pharmacien, et je vous souhaite un excellent webinaire et vous invite bien sûr à rejoindre votre communauté sur Pharmacy Lounge à l'issue de webinaire pour retrouver notamment la présentation de Marion et Manuel. À tout à l'heure. Merci Aurélie. Alors allons-y, commençons directement le sujet d'aujourd'hui. Marion, Manuel, est-ce que vous pouvez, en introduction, nous faire un petit état des lieux du marché de la transaction d'officine en France? Alors, avec grand plaisir. Juste avant, puisque Pharmacy Lounge vient d'être présenté, je vais très rapidement présenter l'Auxiliaire pharmaceutique. Donc, nous sommes un acteur incontournable depuis plus de 67 ans. Nous réalisons un peu plus de 100 sessions tous les ans d'officine exclusivement, hein, nous ne faisons que cela. Et nous avons effectivement une présence nationale, de sorte que le maillage couvre tout le territoire. Pour répondre à votre question, plus précisément, donc, l'état des lieux de marché de la cession d'officine aujourd'hui, c'est un marché qui est complexe. Ça l'était déjà dans le passé, mais ça l'est d'autant plus depuis 2 années, hein, puisque tout le monde le sait, l'activité Covid et post-Covid a amené des particularités, hein, sur les sessions d'officine, dans l'analyse et dans la réaction des clients. On a cependant un marché qui reste très dynamique avec des pharmacies dont le chiffre d'affaires d'une région à l'autre et puis d'une commune à l'autre et puis au sein de la même commune présente de grandes disparités, d'où la nécessité de l'intervention d'un expert qui va réellement analyser l'officine pour ce qu'elle est, en dehors de l'officine également l'environnement autour de la pharmacie. Et on peut aussi noter que les acquéreurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, restent très motivés. Euh, on a des profils de pharmaciens qui peuvent effectivement arriver de l'industrie, arriver du secteur hospitalier et être aussi des pharmaciens déjà adjoints d'officine. Donc on a toujours un marché très captif. Je dirais également, pour conclure cet état des lieux, hein, de la pharmacie et de la session d'officine aujourd'hui, que le nombre de sessions au niveau national est en léger recul sur 2022, mais que pour autant, on observe des prix qui sont soutenus, voire même une légère inflation sur le prix des officines. Voilà, donc il n'y a pas eu une corrélation entre les sessions qui sont en léger recul et les prix, hein, qui auraient suivi cette tendance. Du coup, vous nous avez dit que c'était un marché complexe et vous avez parlé aussi de la crise Covid.
Est-ce que ce moment en 2021 a eu un impact et comment sur les sessions, de pharmacie? Est-ce que le marché a été bousculé vraiment très fortement suite à cette crise? Je vais laisser répondre Marion sur ce. Oui, bien sûr, les équipes ont été hyper, mobilisées, surtout au début 2021 et début 2022. Donc, les vendeurs qui étaient un petit peu sous l'eau, ont retardé un petit peu leur vente finalement. Donc, ils étaient moins présents dans les pharmacies, en tout cas pour nous recevoir. Donc moins de mandats de vente pour nous effectivement et effectivement, ce souhait a été retardé et il y a eu, à contrario aussi, une mise en avant des petites pharmacies de proximité qui ont été aussi très sollicités et ça a permis aussi de redorer un petit peu leur image. Voilà, mais aujourd'hui, le marché est très actif avec de belles trésoreries, qui sont même pléthoriques dans les pharmas donc c'est plutôt positif. Donc un marché positif, un marché actif. Quelles sont les tendances pour les années qui vont venir? Alors, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne suis pas encore Madame Irma. On dit souvent, que les tendances du passé, ne reflètent pas, l'avenir, mais restent de fidèles indicateurs. C'est une, réalité. Ce qu'on voit, je le disais tout à l'heure, c'est que, sur, les pharmacies, il existe de fortes disparités selon qu'elles soient en centre-ville, selon qu'elles soient, plutôt en centres commerciaux ou encore, sur des zones rurales où, vous avez de longues distances entre 2 points de vente et cetera. Et la valorisation de ces pharmacies, d'une année sur l'autre ne change pas trop. Ce qu'on constate par contre, dans les tendances actuelles, réellement, hein, depuis 2 années, c'est qu'on a énormément de mal à recruter du personnel formé dans les officines, à trouver, des diplômes, qui, soient effectivement, déjà, formés à ce que c'est que la vie, dans une officine et on a une pénurie, qu'on espère, voir se tasser, sur, les années à venir, d'assistants et de préparateurs. Voilà. Sur les tendances, pour les valorisations, on s'en remet toujours effectivement, à 2 grands, acteurs, du marché en France, que sont, Interfimo et CGP, hein, qui est un groupement, d'experts comptables, qui chaque année, heu, sortent, un book des prix de cession qui reflètent, toutes les officines qui se sont vendues en France. En tout cas, ils en prennent un panel très conséquent, qui approche les 1000 officines et pour l'autre 1500 officines et il y a effectivement, des statistiques qui sont établies, qui permettent, selon la typologie d'officine, d'établir une moyenne de prix de cession. Voilà. Pour aller dans le prolongement de cette, explication-là, ce qu'on a constaté, dans les tendances actuelles, toujours, hein, pas hier, mais aujourd'hui, c'est que, les prix des pharmacies dont les chiffres d'affaires sont supérieurs à 2 millions d'euros ont plutôt tendance à augmenter. Donc on est sur un marché très porteur sur ces typologies d'officines. Ce sont les plus demandées. C'était le cas hier, ça l'est encore plus aujourd'hui. Alors que pour autant, elles représentent un faible pourcentage du nombre total des officines, sur le territoire national. Les prix se tiennent sur les tranches d'officines entre 1,5 million et 2 millions. Donc là, on a effectivement, une stabilité, avérée des prix de cession et par contre, on a, des prix qui ont tendance à baisser légèrement, mais sûrement sur les pharmacies, de moins d'1,5 million. Rajoutez à cela, une inflation, sur les taux d'intérêt, hein, les prêts bancaires qui sont aujourd'hui, consentis, dans le marché actuel, et qui ne cessent d'augmenter, bah, vous avez, je dirais, toutes les conditions pour que, il y ait une certaine régulation des prix des pharmacies, heu, en tout cas, sans parler de baisse, au moins, d'un maintien à défaut et je pense que, ce marché un peu fou que nous avons connu, dopé, par des rentabilités, liées à une activité Covid, très, très limitée dans le temps, va, un peu, se réguler et du coup, on va revenir sur des prix de cession un peu plus normés, en tout cas pour certaines pharmacies sur lesquelles il y a eu une bulle spéculative.
Et juste pour conclure cette première partie un peu introductive, combien de sessions par an pour avoir un ordre d'idée en France? Alors, c'est une excellente question. Je ne me risquerai pas à vous répondre parce que je n'ai pas le chiffre. Au niveau, si vous voulez, pour être précis, il faudrait qu'on ait les remontées de toutes les sessions qui ont eu et qui ont été enregistrées au niveau ordinal, hein, dans les différents crops partout sur le territoire. On a une idée du nombre de sessions. Au sein de l'auxiliaire, on en fait une centaine. Ça nous pose comme leader sur le plan national. On peut imaginer qu'on est sur un marché qui se répartit entre les cabinets de transaction et le gré à gré de l'ordre de 60% pour les officines vendues par cabinet, 40% pour le gré à gré. Ça peut vous donner un ordre d'idée. Voilà, je ne me risquerai pas à vous donner un chiffre qui soit fou. Je vois qu'on a des questions dans le chat que je vous rappelle si vous assistez à ce live, vous pouvez poser des questions. Aurélie, vous pouvez nous en Oui, dire tout à plus? fait. Marion Manuel, on vous demande s'il faut beaucoup d'apports pour acheter une officine. Excellente question. La réponse est non. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'apports aujourd'hui pour acheter une officine, puisqu'il y a plusieurs dispositifs qui sont mis à disposition des acquéreurs, qu'ils soient en première ou deuxième ou troisième installation d'ailleurs, par des boosters d'apport par exemple, par des investisseurs aussi. Mais je crois que Manuel va en parler tout à l'heure. Mais la réponse, en gros, on peut très bien installer un acquéreur. On l'a déjà fait plusieurs fois. À partir de 30 000 euros, je crois, ça nous est déjà arrivé sur des dossiers. OK. Justement, pour rebondir, une question sur, justement cette différence entre un investisseur et un booster. Alors, je vais répondre à cela. Un investisseur, c'est un pharmacien qui a nécessairement son diplôme engagé dans une officine, qui est donc déjà inscrit sur la liste A, hein, au Conseil de l'ordre, et qui, en plus de son officine, peut détenir des participations minoritaires dans 4 autres pharmacies. Hein, donc ça, c'est ce que la loi prévoit, c'est une profession réglementée, et donc, en plus de la vôtre, vous ne pouvez pas avoir plus de 4 pharmacies. Bon. Un investisseur, à la différence d'un booster d'apport, c'est quelqu'un qui va rentrer au capital social d'une pharmacie. Qui dit intervenant au capital social, dit qu'il détient des parts de l'officine, et s'il détient des parts de l'officine, en toute logique, il détient, en proportion de la détention des parts, un droit sur la distribution éventuelle de dividendes, à hauteur de ce qu'il détient du capital, et il détient surtout des parts qui, dans le temps, au fur et à mesure de l'effort de remboursement qui va être opéré par le jeune ou le moins jeune qui s'est installé, va évoluer. Donc le prix des parts augmentant plus le remboursement de prêt avance, bien l'investisseur va avoir le prix des parts qu'il avait au départ, il va s'envoler et donc du coup, si vous voulez, le jeune qui va aller lui racheter au bout de 5 ans, 7 ans ou autre, va se retrouver à payer effectivement un prix de part plus soutenu que si le jeune avait eu recours à un booster d'apport. Alors le booster d'apport, à contrario de l'investisseur, permet de ne pas faire rentrer au capital le groupement ou la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, par exemple, qui sont les deux grands boosters classiques, et de sorte garder son indépendance financière, éviter d'avoir à payer des parts à 5 ou 7 ans avec quelque part, si vous voulez, une situation un peu stressante pour la trésorerie de l'officine, puisque le remboursement n'intervient pas après le prêt principal qui en général est fait sur 12 ans quand on s'endette pour acheter une pharmacie. Et donc, je dirais que le fait d'avoir recours à un booster d'apport, il y a d'énormes avantages parce que on ne travaille pas pour quelqu'un qui n'est pas présent dans la pharmacie. Hein. Et il y a aussi des inconvénients parce que il va falloir les rembourser, hein, ces sommes-là, et que si on n'a pas la trésorerie suffisante, il va falloir aller voir la banque et refinancer le montant du booster qui avait été octroyé auprès de son banquier. Voilà. Alors, pour aller plus loin dans la démarche,
Le booster idéal, c'est celui qui est remboursable après 12 ans, puisque bien sûr, les prêts sont consentis sur 12 ans. Et donc, si on est sur un système de remboursement avec une franchise de remboursement en capital et en intérêt pendant 12 ans, donc c'est ce que propose aujourd'hui la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens et des groupements que je nommerai pas. En tout cas, ça apporte plus de souplesse aux jeunes qui aura eu recours à ce type d'accroissement d'apport. Voilà. Très clair. Si vous voulez, maintenant, on va passer à des cas un peu plus concrets. Alors, on va dire que je suis pharmacien installé depuis de nombreuses années et je souhaite vendre ma pharmacie. Quels conseils allez-vous me donner pour valoriser forcément au mieux mon officine? C'est une très bonne question. Alors retraite ou pas retraite, surtout, pas d'immobilisme, il faut aller de l'avant, concernant l'activité de votre officine. Continuer de dynamiser, former le personnel, peut-être en e-learning, par exemple. Ce qui est important aussi, c'est de normer la masse salariale. Puisque quand il y a trop de personnel, après, ça peut être un frein à l'acquéreur lors du rachat de la pharmacie. Quand il y a trop de monde, qu'il faut commencer à prendre un outil de travail en main, s'il faut commencer par licencier du personnel, ça peut être problématique. Donc voilà, rester dans des normes au niveau de la masse salariale, c'est important. Alors juste, Oui, j'interviens sur ça, c'est très intéressant ce qui vient d'être dit. Ça peut être problématique à 2 titres. Financièrement parlant, parce que, c'est des coûts. ça a des coûts, hein, et puis ça peut présenter un risque prud'homal pour peu que l'employé, fasse un recours contre, son titulaire ou contre l'acquéreur, hein, parce qu'en général, on a plutôt tendance à le faire contre celui qui va, endosser la veste du cost killer et mettre, une partie du personnel dehors, et ça a surtout une conséquence, au niveau humain dans une officine. Parce que quand vous prenez une mesure de la sorte, bah, le vendeur, lui, s'il avait, du personnel non qualifié, par exemple, mais qui était un élément important au sein de l'équipe et qui garantissait une certaine homogénéité, quand vous arrivez et que vous vous séparez de la personne, ça peut être un peu mal perçu. Voilà. Donc, c'est bien que quand on est conscient, d'une problématique de surpersonnel, on puisse essayer de le régler côté vendeur plutôt que de le laisser faire par l'acquéreur. J'ai bien dit qu'on puisse essayer, hein, c'est pas Mmh. on n'est pas dans le monde de l'idéal. On a répondu. L'expertise de l'auxiliaire pharmaceutique est importante pour vendre une officine. Et du coup, si on reste dans cet exemple où je veux vendre mon officine, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'attends? C'est maintenant? C'est dans quelques mois? C'est passé peut-être? Est-ce que c'est le bon moment en ce moment? Alors, je dirais qu'en ce moment, c'est tout sauf le mauvais moment. On Donc c'est le a bon. un marché, comme on le disait tout à l'heure, qui est très dynamique, hein. On a des acquéreurs qui restent nombreux, même si les taux d'intérêt augmentent, et c'est un fait. On empruntait de l'argent à moins d'1 % il y a 6 mois de cela. Aujourd'hui, on emprunte de l'argent entre 4 et 5 %. Ça vous laisse un peu, ça illustre le propos. Bon. Où est-ce que ça va s'arrêter? Je ne sais pas. En tout cas, les taux ont plutôt tendance à continuer d'augmenter. Quand on est vendeur potentiel, hein, j'ai pour habitude de dire: «Tout pharmacien installé est un vendeur qui s'ignore». Bon, on a, une notion de calcul des capitaux restants après la vente projetée qui est hyper importante dans la prise de décision. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement, pour, un client qui nous le demande, même si notre vocation, c'est pas de se substituer au travail d'expertise de l'expert comptable ou de l'avocat fiscaliste. On a besoin, lors de la prise d'un mandat, d'accompagner nos clients et de savoir leur dire combien il va leur rester après cession. Ça, c'est quelque chose qu'on fait. On calcule les incidences fiscales, liées notamment à ce qui est, fiscalité latente sur la plus-value, ce qu'on appelle la flat tax, et selon qu'on prenne la retraite ou pas, il y a des dispositifs d'abattement qui permettent d'améliorer effectivement, le coût, de la fiscalité, sur ces plus-values. Voilà. Donc ça, c'est chaque dossier mérite une expertise. Et du coup, on a une question sur le chat avec un montant de chiffre d'affaires, je pense. Si on a une officine d'environ 1,5 million d'euros, pensez-vous qu'il vaut mieux vendre maintenant ou attendre? Là, on est un peu plus précis dans la typologie de l'officine. Alors je répondrai la même chose que tout à l'heure. Une officine d'1,5 million à 2 millions, aujourd'hui, la valorisation est stable. Est-ce que ces officines-là se vendront mieux demain? J'aurais tendance à dire que non. Je pense que le marché est très stable.
et que de reculer un projet de cession en espérant pouvoir en tirer plus que ce qu'on en tirait aujourd'hui n'est pas forcément une super idée. Très clair. Je pense que ça répond à la question. Et du coup, dans cette période de vente, quel est votre rôle à l'auxiliaire pharmaceutique pour accompagner les pharmaciens? Alors, nous, on va les accompagner vraiment de A à Z, hein, de la prise de mandat jusqu'à la prise de possession, puisqu'on va, récolter, toutes les pièces nécessaires à l'étude du dossier. Donc ça va être vraiment, tout regarder à l'intérieur, qu'est-ce qui se cache dans cette pharmacie, donc les bilans sur les 3 dernières années, les chiffres d'affaires selon les taux de TVA, ainsi forcément que le chiffre d'affaires covid, tous les bulletins de salaire, tous les leasings, tout va être un petit peu regardé à la loupe La marge et dégressive lycée, aussi, oui, avec les bien molécules sûr. onéreuses, hein, les tranches 4 et 5 qu'on voit effectivement Qui protège. évoluer, Mmh. puisque partout en France, vous savez qu'avec tout ce qui sort des réserves hospitalières, je crois qu'au Romain, vous êtes au courant du sujet. Voilà, c'est dispensé dans les officines et du coup, on voit ces catégories de médicaments faire augmenter le chiffre des pharmacies de façon un peu artificielle, mais il est hyper important de bien les normer et de les comparer par rapport au total de ce qui est vendu sur les spécialités remboursables, hein. Donc, je fais allusion à tout ce qui est princeps, évidemment, générique et honoraires de dispensation cumulés. Je referme la parenthèse, je laisse Non, non. Marion. Et dans l'accompagnement aussi, on va réaliser une étude géomarketing pour les vendeurs et bien sûr, notre cabinet va faire l'interface entre l'acquéreur et le vendeur pour mettre du lien, ce qui est quand même hyper important, hein. Alors maintenant, on va faire la situation opposée. Je suis un jeune pharmacien et je veux faire ma première acquisition. Est-ce que c'est le bon timing pour se lancer? Et me répondez pas, c'est toujours le bon moment ou c'est jamais le bon moment, hein, s'il vous plaît. Alors non, loin de nous cette idée, même si elle existe. Mmh. Je dirais que il faut complètement décorréler l'idée, d'acheter une pharmacie pour autre chose que ce que c'est, c'est-à-dire que c'est ni plus ni moins qu'un outil de travail qu'on achète. L'outil de travail, par définition, doit permettre de s'assurer une rémunération. Il faut jamais perdre de vue que, la rémunération, c'est, l'objectif pour lequel on achète une pharmacie. Mais pas que. Parce qu'à la différence de quand on est adjoint, le fait de se rémunérer, c'est une chose, mais il ne faut pas oublier qu'on va aussi capitaliser sur le désendettement de la pharmacie. Puisque je vous le disais tout à l'heure, un prêt bancaire est réalisé sur 12 ans. Au fil des mois et des années, l'effort de remboursement va se traduire par une capitalisation, puisque la valeur des parts de la société va augmenter, de sorte que le jour où vous revendrez votre officine et que vous la valoriserez, vous aurez nécessairement gagné de l'argent sur le prix de votre pharmacie et ce qu'elle vaut sur le marché à l'instant T. Bon. Ensuite, il y a aussi la trésorerie cumulée dans la pharmacie. Parce que effectivement, vous allez générer de l'activité et que cette activité va conforter les capitaux propres, mais surtout, à l'actif du bilan, va vous octroyer des liquidités et dont vous êtes a priori propriétaire. Donc la trésorerie d'une officine vous appartient en plus de ce que la pharmacie peut valoir. Donc c'est quand même des motivations financières qui sont autres que quand on est simple adjoint d'officine. Et puis, pour répondre aussi à votre question, et on le disait tout à l'heure, je suis jeune pharmacien, je veux me lancer, je veux m'installer. Aujourd'hui, il existe des dispositifs qui permettent de s'installer sans trop d'apport. Hier encore, ça n'existait pas. Mmh. Donc, je veux m'installer, j'ai pas d'argent. On m'a dit qu'il fallait acheter une pharmacie qui fasse minimum 1,5 million jusqu'à 2 millions pour ma première installation. Aujourd'hui, je peux le faire. Hier, est rare, enfin, ils sont pas rares nos vendeurs qui nous font la réflexion de dire: «Mais moi, quand je me suis installé, j'ai, mon grand-père, mes parents qui ont dû vendre, un appartement, qui, ont dû, piocher dans leurs économies pour aider leur enfant à s'installer». Aujourd'hui, on peut, s'affranchir d'une aide parentale, hein, ou familiale et s'installer, comme un grand. Et du coup, quelles sont les erreurs, puisque vous accompagnez aussi des acquéreurs, quelles sont les erreurs qui sont faites par les nouveaux titulaires quand ils s'installent? Au piège, hein. Oui. Ils sont tellement nombreux que j'ai envie de dire, on va se concentrer sur les principaux.
hein, je crois. Le premier, vous allez m'en vouloir, Romain, mais c'est comme ça, c'est dans ma nature, c'est d'acheter sans l'auxiliaire pharmaceutique et sans son transact préféré. Non, blague à part, Marion le soulignait tout à l'heure, notre intervention, elle est capitale, puisqu'en fait, on va apporter de l'huile dans les rouages de la machine, et que quand vous êtes sur du gré à gré, bah, évidemment, la moindre petite phrase, le moindre propos mal perçu ou interprété, ça prend de suite des proportions qui viennent gêner la négociation. Ça, on l'entend partout. Vous posez la question aux avocats, aux experts comptables et j'en passe, tout le monde vous dira la même chose. Donc le rôle du négociateur, il est crucial. Je dirais également que il ne faut pas céder au chant des sirènes. Aujourd'hui, on a parlé des boosters d'apport classiques. Les boosters d'apport classiques, hein, c'est la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, des boosters d'apport qui sont distribués par des groupements, mais on voit dans la nature émerger des sociétés financières qui en fait contournent la réglementation et qui essaient de convaincre de jeunes pharmaciens en leur prêtant des capitaux dont on ne connaît pas l'origine, mais en tout cas on est sûr d'une chose, c'est qu'ils n'appartiennent pas à des pharmaciens. De sorte qu'ils vont, sans rentrer au capital de la pharmacie, convaincre de jeunes pharmaciens en promettant des rémunérations très conséquentes, d'accepter que leur, par exemple, société holding, une SPFPL, puisse recevoir des sommes provenant d'une autre société et servir pour financer une partie du prix des parts. C'est non seulement illégal, mais en plus pas très vertueux comme système, parce que ce sont des gens qui ne sont pas pharmaciens, qui n'ont rien à voir avec la profession, qui menacent le monopole de la profession et qui, en plus, contournent la réglementation. Donc, je dirais qu'il faut résister, et je m'adresse surtout aux jeunes désireux de s'installer, à l'appel du chant des sirènes. Voilà, je les appelle comme ça. Je nommerai aucune de ces sociétés, mais elles existent, on les connaît tous. Ce sont des financiers purs et durs qui prêtent de l'argent à des taux d'intérêt de 10%, 12%, de sorte que quand vous arrivez au bout des 12 ans et que vous avez remboursé votre prêt, bah, il vous reste 12 ans de plus à rembourser pour payer ces gens-là. Voilà. Donc vous payez votre pharmacie en 24 ans au lieu de 12 ans. Voilà. Je referme la parenthèse, mais ça, à mon sens, c'est un piège à éviter et pas un petit piège. Marion? Non, après, Un piège, un piège ou en erreur aussi, c'est peut-être ne pas embarquer son équipe dans un projet. Parce que, comme le dit le dicton, tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin, hein. Voilà. Et moi, je voulais rajouter un petit quelque chose, une petite question. On parlait de jeunes pharmaciens, mais aujourd'hui, c'est quoi le portrait robot du pharmacien qui achète? Est-ce qu'effectivement, c'est un jeune diplômé qui est adjoint pendant quelques années et qui se lance, ou est-ce qu'il y a des reconversions en deuxième partie de carrière, on va dire? Est-ce qu'il y a un profil un peu majoritaire ou c'est très varié? Alors, là, on peut répondre de façon très simple, hein, c'est qu'on a les deux, mon capitaine. Nous avons à l'auxiliaire des acquéreurs qui s'inscrivent, qui ont suivi le cursus classique, hein, c'est-à-dire qu'ils sont jeunes diplômés, ils ont été travailler dans différentes officines, des typologies différentes, avec des titulaires différents. Ils ont vu comment ça se passait, ils ont à cœur de mettre en œuvre ce projet. Et puis, on a de plus en plus, depuis quelques années, énormément de personnes qui sortent de l'industrie, puisqu'il y a beaucoup de pharmaciens qui sont restés un petit peu sur le carreau avec une industrie qui a clôturé pas mal de postes et qui veulent se reconvertir. Et donc là, on a beaucoup de pharmaciens qui ne sont pas forcément du coup les plus jeunes, mais qui ont 40, 50 ans et qui veulent se reconvertir. Donc je vous répondrai que c'est peut-être un client sur 3 qu'on va installer qui arrive de l'industrie. Ok, très bien. Et du coup, tout à l'heure, vous avez expliqué votre rôle en parlant de mettre de l'huile dans les rouages. Concrètement, pour une acquisition, qu'est-ce que vous faites concrètement? Une acquisition côté vendeur, côté acquéreur? Tout. Acquéreur. Côté acquéreur, c'est-à-dire qu'on va vraiment étudier le dossier dans sa globalité. On va faire une étude prévisionnelle pour l'acheteur, hein. Donc on va tout regarder, comme vous le disait Manuel tout à l'heure, on va vraiment regarder les prix de cession, sur les données d'Interfimo notamment, CGP aussi.
on va s'en inspirer et on va voir, bon, ben, voilà, les banques aujourd'hui demandent 15 à 20 d'apport. Donc on va établir, un peu un prévisionnel lambda, hein, une hypothèse de cession et on va regarder un petit peu, est-ce qu'il y a mieux à faire derrière? Est-ce qu'il y a un peu de travaux? Est-ce qu'on peut faire un meilleur agencement, une meilleure visibilité extérieure? Quel est l'état du personnel? Est-ce qu'il y a des primes? On va vraiment tout regarder de façon à ce qu'il n'y ait pas de surprise pour l'acquéreur. Et pour rebondir sur ce que dit Marion, je vous rappelle que le job des délégués de l'auxiliaire, c'est d'être au plus près et au plus proche de leurs pharmaciens qui sont installés, puisqu'avant d'avoir un acquéreur, il faut aussi avoir un vendeur. Et que donc, en toute logique, on connaît très bien le secteur sur lequel on est responsable, on connaît ses pharmaciens, on connaît les risques liés à un transfert qui pourrait s'opérer à proximité de l'officine vendue, on connaît l'âge des médecins, hein, qui sont quand même, la prescription, c'est important, hein, autour d'une officine visée. Et donc, on connaît des projets avec des maisons de santé ou pas. On connaît les pratiques est-ce qu'ils travaillent en sous-groupe de rétrocession? Est-ce qu'ils travaillent avec un groupement? Est-ce que tout a été fait ou alors est-ce qu'au contraire, il en reste sous le pied? Donc, notre connaissance du marché, elle est cruciale pour l'acquéreur. Parce que vous le disiez, et je vous le confirmais, il y a aujourd'hui de plus en plus de pharmaciens qui sont hors du sérail classique, c'est-à-dire fac, officine et adjoint, puis installé. Et donc, sans connaissance d'un marché, de l'officine, de l'intérieur, hein, et de son environnement, on prend énormément de risques. Est-ce qu'on a des questions, Aurélie, sur le chat? Oui, on a 2 dernières questions, vous y avez un peu répondu. Comment le prix d'une officine est travaillé et quel est le chiffre d'affaires à prendre en référence? Question très intéressante. Je vais essayer d'être le plus bref et le plus concis. Le prix d'une pharmacie, à notre sens, c'est le résultat de 2 approches. On a l'approche par le sacro-saint pourcentage du chiffre d'affaires hors taxe. Donc là, on va prendre effectivement la moyenne des 12 derniers mois d'activité. Il faut qu'elle soit la plus récente possible. On va appliquer un pourcentage qui va être celui d'Interfimo ou de CGP, en fonction de la tranche de chiffre d'affaires auquel on appartient. Mais la base du chiffre d'affaires sur lequel on va appliquer le pourcentage va être forcément minorée d'éléments liés à l'activité Covid. Elle va être également minorée fonction de si on a effectivement des collectivités qui sont travaillées avec la pharmacie, qu'on fournit des EHPAD, qu'on fait de la PDA, et donc forcément, ça va faire l'objet d'un traitement spécifique. On va également minorer la part des produits chers éventuels qui dépasserait la norme qu'on a estimée pour l'officine qu'on va vendre. Donc, ces additions de choses qui sont très particulières vont venir se déduire des bases du CA sur lesquelles on va effectivement fixer notre prix. Ça, c'est la méthode numéro 1. À la méthode numéro 1, on va opposer la méthode numéro 2, par définition, qui est celle de la rentabilité, c'est-à-dire du financier pur et dur, le banquier ou le comptable. Le BE, excédent brut d'exploitation, sa définition comptable, c'est effectivement d'assurer le remboursement de l'emprunt, hein, fait par la pharmacie pour effectivement payer à la banque. C'est de payer la rémunération du titulaire ou de ses titulaires, puisque ce sont des travailleurs non salariés. Hein, donc, effectivement, on est non pas salarié, mais indépendant. Et de payer l'impôt sur les sociétés. Hein, puisque maintenant, 90% des officines qui sont exploitées le sont sous forme de sociétés imposées à l'impôt sur les sociétés. Voilà, la définition d'un EBE, c'est celle-là. Ça doit payer ces 3 choses-là. Bon. Le BE, quand on a un vendeur qui s'en va, il faut qu'on réintègre dedans différentes choses, et notamment sa rémunération et les cotisations de TNS qui ont été payées par la pharmacie, hein, les charges sociales pour le pharmacien cédant. Donc, on va simplement normer le nouvel EBE, on va le calculer. Donc ça, c'est vraiment dossier par dossier, c'est une expertise très approfondie qui est faite. Et on va appliquer un coefficient multiplicateur de l'EBE qu'on aura retraité. Ce coefficient multiplicateur, sur la même méthodologie que celle employée pour le pourcentage du chiffre hors taxe, on va le récupérer sur les sources Interfimo et CGP. On va l'appliquer à notre EBE retraité et on va trouver le montant, c'est-à-dire la valeur
de l'officine d'un point de vue purement économique. Quand on a fait ces deux méthodes de calcul, on va faire un mix des deux résultats et on va trouver ce qu'on appelle la valeur de l'officine qui sera bonne pour le vendeur puisqu'effectivement, incontestablement, on aura travaillé les deux méthodes, et bonne pour l'acheteur. Et donc, notre travail au quotidien, c'est d'arriver à faire prendre conscience à nos vendeurs que le prix qu'ils avaient en tête n'était pas forcément le bon. Et puis, de faire prendre conscience à nos acquéreurs que ce n'est pas parce qu'ils sont dans une position d'acheteur qu'on peut tout négocier. Il y a des règles, il faut les accepter. Et donc, le prix, ça doit être la moyenne des deux approches. Je vois qu'on a une autre question, Aurélie, dans le Effectivement, chat. 2 questions qui passionnent les foules dans le chat. Alors rapidement, dans un souci de bien vouloir respecter le timing, si vous voulez bien y répondre, peut-on faire une cession progressive? C'est la première question. Et la deuxième, c'est quel est l'impact sur la valorisation lorsque la pharmacie est installée dans un désert médical? Cela minore la valorisation de combien en moyenne? Voilà pour les questions. Alors, je vais peut-être laisser Marion répondre à la session progressive. Alors, oui, c'est tout à fait possible. Une session progressive, on en voit souvent, hein, quelqu'un qui veut partir à la retraite, qui veut s'associer avec un jeune acquéreur, ça peut être du 50-50 au départ ou ça peut être du 51-49 et la personne, qui souhaite partir en retraite, ne reste que pour, 49 des parts. Donc ça veut dire qu'elle travaille ou pas, elle n'est pas obligée, mais elle peut accompagner, le nouvel acquéreur, comme ça. Par exemple, je dis 49-51, mais ça peut être 50-50 ou 20-80, hein. Il y a pas de règle. Donc oui, une vente progressive peut bien avoir, lieu, bien entendu. C'est des choses qu'on voit. Oui, bien sûr. Voilà. Merci pour cette Alors réponse après, très sur la complète. question du désert médical, bon, c'est un vrai sujet, on l'entend. Il y a de plus en plus de CPTS qui sont en train de se monter. Il y a des réflexions autour de maisons de santé pluridisciplinaires reconnues par les ARS qui bénéficient de systèmes d'exonération fiscale, d'aide à l'installation, etc. Et pour autant, il y a certaines communes qui ne trouvent pas de médecins, effectivement, et qui n'arrivent pas à fédérer. Malgré des annonces, on le voit dans la presse nationale, il y a souvent des cris d'alarme de certains maires qui constatent que plus personne ne veut s'installer dans leur commune. Et il y a une croix verte, il y a souvent une pharmacie. Donc, pour répondre à la question, aujourd'hui, l'impact sur une valorisation d'officine sans médecin, il est réel. C'est-à-dire que on va forcément dégrader par rapport à une officine qui serait dans une tranche moyenne le prix. Hein, l'acquéreur en général va pas accepter de la payer au prix du marché. Pour autant, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de systèmes avec la téléconsultation, hein, qui permet effectivement, dans des espaces dédiés au sein de l'officine, d'avoir des patients reçus par des médecins en ligne et de faire des autodiagnostics aiguillés par des médecins à distance. Ça se passe bien, de sorte que quand effectivement il n'y a pas de médecin, on puisse avoir accès aux soins. Donc, ce genre de pratique est assez récente, puisque ça fait à peine 2 ans, 3 ans qu'on voit des cabines de téléconsultation dans les officines, mais viennent un petit peu rassurer des exploitants qui n'auraient pas d'ordonnance récurrente dans le temps. Voilà, donc ça, c'est une solution. Ce n'est pas la seule. Hein. Et puis après, du coup, dans quelques années, il y a fort à parier que ces officines-là, pour peu qu'elles aient des dispositifs qui viennent compenser la déficience liée à la présence physique d'un médecin, eh bien, elles ne soient pas si dévalorisées que ça. Merci. Je crois qu'on Avec a plaisir. fait un grand tour sur le sujet, passionnant. Nous allons malheureusement devoir conclure ce live pour respecter notre timing. Donc merci à nos deux invités pour leur éclairage et leurs conseils sur le marché de la transaction d'officine. Je rappelle que vous représentez tous les deux la société L'Auxiliaire Pharmaceutique. Merci Aurélie pour votre présence et pour avoir co-animé ce live avec moi. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau live. À bientôt.